Ok, je vais commencer. Le titre de ma conférence est sur l'acte et le semblant en politique. Dans ce qui suit, je voudrais essayer d'esquisser la possibilité d'une théorie de l'agir, une théorie qui ne serait pas valable seulement en politique et qui serait fondée sur la connexion des deux notions dans leur provenance lacanienne, à savoir l'acte et le semblant. Cette théorie devrait répondre à deux questions que voici. Premièrement, quand un acte qui pourrait constituer une rupture radicale avec ce qui existe et qui pourrait constituer une nouvelle série, serait-il possible aujourd'hui? La deuxième question est la concrétisation de la première. Donc, il s'agit de savoir si et dans quelle mesure un acte dans une réalité tissée des semblants est possible. La réalité tissée des semblants n'est pas une réalité fictive ni une réalité virtuelle. La réalité tissée des semblants n'est en fait rien d'autre que la réalité du capitalisme. Rappelons que Marx était le premier à reconnaître et à déterminer le capitalisme comme l'ordre social qui désacralise et dissout tout lien social substantiel. Mon point de départ est la thèse qu'une théorie de l'agir qui serait capable de répondre à deux questions ci mentionnées requiert qu'on abandonne la diade de la théorie et de la pratique. L'acte, un vrai acte, est indiscernable de la pensée. C'est donc du point de l'indiscernabilité du pensée et de l'acte qu'une théorie de l'agir doit partir. Dans ce qui suit, je propose d'aborder le problème de cette indiscernabilité en deux temps. Premièrement, la thèse sur l'indiscernabilité de la pensée et de l'acte ne peut être assumée que si une troisième instance, celle du réel, ne s'ajoute au couple initial pensée et acte. Pour formuler cette thèse plus rigoureusement, je dirais que la théorisation du problème de la connexion de la pensée et de l'acte requiert une articulation conceptuelle du symbolique, de l'imaginaire et du réel, telle qu'elle a été déployée par la psychanalyse lacanienne. Encore une fois, il faut éviter à confondre le problème de la connexion entre la pensée et l'acte avec le rapport entre la théorie et la pratique. Le problème de l'acte pris au sens lacanien n'est pas celui de la pratique en tant que tel. Il est plutôt le problème de l'articulation du symbolique et du réel. Loin d'être le passage de la théorie à la pratique, l'acte consiste plutôt en un franchissement du symbolique en direction du réel. L'acte est l'articulation du réel, mais un réel pris comme, si je peux dire, une chose de la pensée paradoxale. C'est-à-dire le réel qui, tout en restant irréductible à la pensée, permet à celle-ci de se constituer comme pensée. Avant d'expliquer plus en détail ces propositions, je reviendrai brièvement sur la triade du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Je resterai ici à un niveau assez élémentaire. Il s'agit, comme nous le savons, des trois catégories fondamentales de Lacan. Ces trois catégories, on pourrait dire, nous donnent tout, ou encore, elles sont d'une manière générale tout ce que nous avons à notre disposition. C'est grâce à cette triade qu'il peut y avoir pour nous un monde. Premièrement, le monde n'est rien s'il n'est pas la présence d'une structure symbolique qui constitue et ordonne en même temps notre réalité. Deuxièmement, notre monde
nous est donné, ou mieux, nous le vivons à travers les représentations, donc une catégorie éminemment imaginaire. Troisièmement, dire comme Lacan l'a fait, que notre réalité n'est rien d'autre qu'un montage de la structure symbolique et des représentations imaginaires, c'est dire que dans la réalité des deux, quelque chose y fait défaut, quelque chose qui, pour rendre cette réalité possible, doit choisir, à savoir le réel. Cependant, il ne s'agit pas de trois catégories qui coexisteraient tranquillement l'une à côté de l'autre, car la triade fait un nœud. La structure symbolique qui tient ensemble et ordonne la réalité, bref, qui la constitue, est toujours déjà organisée à partir de quelque chose qui choisit. La condition de la possibilité de la réalité est donc ce qui est exclu de la réalité et qui est devenu impossible avec l'émergence du symbolique. Autrement dit, sans l'exclusion de cette instance, il n'y aurait pas de monde ordonné symboliquement. Dès le départ, on a affaire à un 1 qui se divise en deux, au symbolique accompagné de quelque chose qui ne va pas avec, à savoir d'une extériorité intérieure du symbolique que Lacan qualifie du réel. Il s'agit donc strictement parlant d'un impossible 1 et d'un impossible 2. C'est pourquoi à ces deux initiales s'ajoute un tierce, le imaginaire. C'est ajout à une fonction spécifique. L'imaginaire n'est pas seulement la manière selon laquelle nous vivons, comme je viens de le dire, la réalité symboliquement ordonnée. L'imaginaire constitue en même temps la manière, toujours singulière, selon laquelle la chute du réel est mise en scène dans la réalité elle-même. Car la chute du réel peut être liée ou supprimée, mais cette extériorité intérieure paradoxale du réel peut en certains cas surgir également comme quelque chose d'essentiel. Et c'est l'absence du réel qui opère dans la réalité dans ces cas-là. Et c'est précisément sur cette présence absente, paradoxale du réel, que nous confrontons le problème du semblant. La tâche de mon pas est sinon de justifier, du moins d'expliciter plus en détail mes propos précédents. Quelques spécifications d'abord concernant la notion du semblant. Comme on le sait bien, c'est après avoir introduit la triade du symbolique, du réel et de l'imaginaire que le dernier Lacan a inventé une quatrième catégorie, celle du semblant. Et cela dans le but d'explorer la possibilité, comme c'est le titre de son séminaire, d'un discours qui ne serait pas du semblant. C'est le séminaire des 1871. À quoi pourrait bien servir l'introduction de cette quatrième catégorie? Bien que proche de l'apparence et de l'apparaître, le semblant n'est pas un nouveau nom pour l'imaginaire. Au contraire, l'introduction du semblant signale une équivalence entre l'imaginaire et le symbolique vis-à-vis le réel. Le symbolique et l'imaginaire, comme une seule instance, comme semblant, justement, confrontent les réels. Pendant que la philosophie situe l'être à l'opposé de l'apparaître, pour la psychanalyse, par contre, l'être se trouve du côté du semblant, tandis que ce qui est à l'opposé des semblants, c'est le réel. Toutefois, il ne s'agit pas d'une disjonction qui sépare, mais d'une disjonction qui unit, comme le remarque Lacan lui-même, en la désignant
dans son séminaire sur l'acte psychanalytique comme conjonction disjonctive. C'est que le semblant et le réel sont liés dans un mouvement d'éclipse. Il faut que le semblant vacille, que le semblant tremble pour que le réel apparaisse. Mais il faut souligner aussi que c'est toujours un semblant qui provoque ces vacillements de tous les autres semblants et par là de la réalité. Lacan trouve, comme on le sait, pour illustrer un tel semblant destructeur, un exemple biblique. Il le trouve dans le livre du Daniel. Selon ces récits bibliques, le royaume de Balthazar s'est écroulé à la suite de l'intervention d'un semblant. Selon Lacan, il suffit de voir apparaître, comme il le dit, sur la muraille un écrit, en l'occurrence l'écrit « Mene, mene, tekel upharsin », un écrit incompris, même incompréhensible, et le royaume de Balthazar s'écroule. Comme on le sait, il y a un tableau de Rembrandt qui nous montre cette scène. On voit une main, c'est la main de Dieu qui écrit sur la muraille cet écrit, etc. Cet écrit est un signifiant, c'est-à-dire rien d'autre qu'un semblant, mais un semblant qui fait que tous les signifiants du pouvoir souverain apparaissent comme semblants. C'est un semblant qui déchire les tissus de tous les semblants du pouvoir souverain et, s'effaçant, crée ainsi une place vide où le réel lui-même peut apparaître. Ce qui m'intéresse dans la fonction du semblant, c'est que le semblant répond à la question de savoir comment inclure dans la réalité le réel exclu. Plus précisément, comment l'inclure comme exclu, justement. On pourrait dire aussi comment rendre son exclusion accessible. On voit pourquoi la psychanalyse lacanienne s'intéresse aux semblants. C'est à partir des semblants que la psychanalyse trouve son accès au réel. La question cruciale en ce qui concerne la psychanalyse n'est pas qu'est-ce qu'un semblant, mais plutôt comment le semblant opère. Et il opère de deux manières différentes, du moins telle est ma thèse. Si, d'une part, le semblant constitue une instance de la réalité, puisque notre réalité est tissée des semblants, le semblant représente d'autre part ce qui pourrait fonctionner, pour le dire, soit avec Badiou comme moment d'un nihilisme actif, soit avec Ernesto Laclau comme un signifiant vide, c'est-à-dire comme une instance de la déréalisation du monde qui met en cause toute consistance de la réalité objective. Le semblant introduit dans le monde quelque chose qui n'est pas de ce monde, sans quand même appartenir à un autre monde. En ce sens, le semblant constitue l'être là du réel. Ou encore, il y a la différence minimale entre le réel et le semblant lui-même en tant que tenant lieu du réel. Bon, dans l'exemple biblique, le réel qui déréalise la réalité se trouve entre les mains de Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a appris la nouvelle que le Dieu comme support des semblants est mort? Au risque d'une simplification grossière, je dirais que dans ces cas-là, le semblant ainsi mis en œuvre est un affaire de l'acte. Quelques spécifications supplémentaires d'abord concernant l'acte. Ces quelques spécifications, je les ai choisies dans 3 textes de Lacan. Le temps logique et l'assertion des certitudes anticipées, le séminaire Dies, l'angoisse, et le séminaire l'acte psychanalytique. Mon premier des
détermination de l'acte, je l'ai pêché, comme je venais de le dire, dans le texte lacanien, et l'assertion des certitudes anticipées. Alors, l'acte, c'est l'assertion des certitudes anticipées. Si le texte de Lacan m'intéresse, c'est précisément dans la mesure où il fait valoir comme la caractéristique principale de l'acte sa certitude anticipée. Pour simplifier un peu, je dirais qu'un tel acte s'accomplit précisément au moment où il faut que j'agisse sur la base d'une masse de données telle qu'elles ne me permettent pas de conclure quant à la manière d'agir dans une situation donnée. En effet, la situation donnée ne donne aucune certitude quant à l'acte à accomplir. Il faut donc assumer que je suis capable d'agir de sorte que, par l'acte lui-même, j'anticipe sa cause, c'est-à-dire la cause qui ne deviendra vraie que dans l'après-coup. D'abord par l'accomplissement de l'acte et ensuite par le processus de sa vérification. Cette dimension anticipatoire n'est pas à entendre au sens d'un aveuglement volontariste, d'une action aventurière. Il s'agit plutôt d'une action qui présuppose, comme condition de sa possibilité, une brèche, un trou dans l'autre. Le point essentiel en ce qui concerne l'acte, c'est qu'il est accompli dans le trou de l'autre, si j'utilise une expression d'Elisa. Et c'est précisément cette possibilité ou cette capacité de faire usage de ces trous dans l'autre qui fait que l'acte opère comme instance de changement radical de la situation. Déjà, on peut y avoir un deuxième trait constitutif de l'acte. Un acte n'est pas seulement l'instance d'une interruption radicale avec l'autre. Il dépend également de ce qui suit. Il n'est digne de ce nom que dans la mesure où il commence une nouvelle séquence, une nouvelle série. On peut dire aussi qu'il n'existe que sous les espèces de sa vérification, de la production des conséquences dans la réalité, une réalité que l'acte lui-même a créée comme son fondement. Tout ça est bien connu. J'ajouterai seulement que la théorie de l'agir, telle qu'on pourrait l'isoler dans le temps logique de Lacan, s'inscrit déjà dans l'horizon annoncé par Marx lorsqu'il disait qu'on ne pouvait comprendre une situation qu'à la condition de la changer, c'est-à-dire de produire les propriétés de la situation qui n'existaient pas avant cette production. Pour ma part, la question fondamentale qui reste ouverte, c'est la suivante. Comment lier ensemble deux caractéristiques essentielles de l'acte? D'une part, le fait que l'acte n'étant pas ex nihilo, se fonde néanmoins sur le moment d'une interruption radicale et par conséquent présuppose un certain savoir-y faire avec le trou, avec la brèche. D'autre part, le fait que l'acte n'existe que dans sa suite, la séquence de ses conséquences. Je propose de formuler cette question ouverte ainsi. Comment est-il possible de maintenir dans la production des conséquences de l'acte, donc dans le processus de la réalisation d'une séquence nouvelle, la prise de conscience qu'il s'agit des conséquences de l'acte, c'est-à-dire d'une interruption radicale, coupure qui produit l'absence dans le présent, qui littéralement commence avec le rien. Pour le dire simplement, qu'est-ce qui sépare l'acte d'une production interminable des mondes nouveaux?
Le problème auquel il faut faire face est le suivant. Ce qui fait défaut dans la théorisation de l'acte dans le temps logique, c'est l'élaboration de la cause, plus précisément de l'objet cause du désir. Or, cette notion, l'objet cause du désir, constitue la pièce capitale pour la construction de la théorie de l'acte lacanien. J'avance la thèse selon laquelle on trouve cette pièce manquante dans la notion lacanienne de l'angoisse. Passons donc au deuxième élément de la théorie de l'acte, la relation entre l'acte et l'angoisse. Dans le séminaire de Lacan sur l'angoisse, il y a un seul point qui m'intéresse en particulier, à savoir celui qui nous enseigne qu'il n'y a pas d'acte si l'objet petit a n'est pas mis au travail. Ce qui explique pourquoi Lacan insiste sur le fait que c'est l'objet et non pas le sujet qui est à l'origine de l'acte et qui l'ordonne. Dans son séminaire 10, Lacan fait valoir l'angoisse non pas comme un phénomène pénible à vivre, mais plutôt comme une instance à reconstruire comme un moment logiquement nécessaire pour la constitution du désir. Je le cite, « Le temps de l'angoisse n'est pas absent de la constitution du désir, un temps que s'est franchi l'angoisse, fondé sur le temps de l'angoisse que le désir se constitue. » Le temps de l'angoisse n'est constitutif que dans la mesure où c'est l'angoisse qui produit l'objet cause du désir, qui transforme la jouissance en objet cause du désir. L'angoisse n'est pas sans objet, comme le dit Lacan, mais à condition, comme il ajoute, de ne pas pouvoir dire de quel objet s'agit. C'est la raison pour laquelle l'angoisse est le seul affect qui ne trompe pas. Elle est hors de doute, tout simplement parce que tout l'objet lui échappe. Pour ma part, le point crucial est ici le suivant. L'angoisse lacanienne est une angoisse active et même productive. Jean-Alain Miller introduit ici une distinction essentielle entre une angoisse constituée qui fonctionne comme opérateur, une angoisse constituée, c'est-à-dire l'angoisse en tant que phénomène vécu, et angoisse constituante qui fonctionne comme opérateur. Et c'est cette angoisse constituante qui produit l'objet cause du désir. L'angoisse comme phénomène pénible ne fait qu'obscurcir ce dont il s'agit dans l'angoisse et enferme le sujet dans le cercle infernal, empêchant toute son action. Mais cela veut dire aussi qu'il n'y a d'autre remède pour l'angoisse que la cause du désir. Or, pour pouvoir appliquer ces remèdes, il faut que l'acte intervienne. D'une façon générale, on croit que toute activité humaine s'épanouit dans la certitude ou encore que c'est l'activité qui engendre la certitude. C'est pourquoi Lacan peut dire que dans cette perspective, je le cite, la référence de la certitude, c'est essentiellement l'action. Lacan inverse cette perception courante en disant agir, c'est arracher à l'angoisse sa certitude. Agir, c'est opérer un transfert d'angoisse. Or, si l'angoisse est seule susceptible d'autoriser l'acte, c'est parce que l'acte transfère la certitude qui complique l'angoisse. Alors, c'est la dimension essentielle de l'acte qui transfère la certitude complique l'angoisse.
L'acte fait que dans le monde commence à opérer, si je peux dire, c'est rien d'objet. La paire d'objets en tant qu'objet qui est le seul vrai objet de l'angoisse. Cet objet qui n'est descriptible que par la négation. L'angoisse n'est pas sans objet. L'acte actif met en jeu la productivité de l'angoisse. L'acte se sert de l'angoisse dans la mesure où celle-ci produit l'objet A, cause du désir, comme objet perdu, comme objet constitué à partir de sa perte même. L'acte est essentiellement une opération avec l'objet cause du désir. C'est ainsi que je résumerai la leçon qu'on pourrait tirer du séminaire sur l'angoisse. Pour finir, je voudrais aborder très courtement, le troisième aspect de l'acte que Lacan résume dans son séminaire L'acte psychanalytique en une formule, à savoir, je le cite, « Il n'est pas un acte dont quiconque puisse se dire entièrement maître. » Car ce qui singularise l'acte psychanalytique selon Lacan, c'est la conjonction de l'acte et du faire. Il en découle que l'acte se situe du côté de l'analyse. Son acte consiste, pour le dire simplement, à autoriser la tâche de l'analysant et à causer son désir. Quant au travail, quant au faire, il est situé du côté des analysants. Bien sûr, il ne faut pas confondre cette distinction entre acte et faire avec la distinction hegelienne entre maître et esclave. Car, comme je viens de le dire, il n'est pas un acte dont quiconque puisse se dire entièrement maître. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que personne ne peut maîtriser ou contrôler les conséquences de son agir. La raison en est la suivante. Dans une analyse, les deux, l'analysant dès le début, l'analyste seulement à la fin, se savent causés par l'objet petit a, quelque chose qui n'est pas de ces mondes, mais qui n'appartient non plus à un autre monde. Les deux, l'analyste et l'analysant, mais chacun à son bout de l'analyse, opère dans le cadre de l'analyse au nom de ces surplus du réel qui s'ajoutent toujours à la constitution du sujet dans le champ de l'autre, un surplus qui le fait sujet. Les deux établissent la situation analytique comme un processus qui vérifie au cas par cas si les conséquences de l'acte analytique ont vraiment été mises au travail, s'il y a été réalisé un savoir qui ne se sait pas. Bien, il est temps pour conclure et je dirais, tout en conscient de l'abîme qui sépare l'acte analytique de tous les autres types de l'acte politique, de l'acte artistique ou scientifique. Alors, j'insisterai néanmoins sur l'analogie suivante. De la même façon que l'analyse constitue la conjonction de l'acte et du faire, tout acte digne de ce nom n'existe que comme une conjonction de l'acte, c'est-à-dire une interruption dans la situation d'un nihilisme actif et le processus de la vérification de sa cause. Une vérification qui consiste à tirer les conséquences de l'acte dans la situation donnée. Ce qui rend cette conjonction et donc l'acte possible, c'est la mise en jeu d'un moment objectal, le moment du réel, comme présence d'une absence irréductible.
Or, il ne s'agit pas seulement de mettre au travail dans le monde l'objet produit par l'angoisse. Cet objet rien, grand à bon usage de l'angoisse. Ce que l'acte vise, en dernière instance, c'est de préserver les traces de cet objet dans ce qui suit. Bref, la tâche de l'acte consiste à rendre visible dans la production des conséquences ce qui est impossible à voir, à savoir l'interruption sur laquelle se fonde une séquence nouvelle. Non pas au sens où le possible comme présent serait réduit à la réalisation directe du réel, mais plutôt au sens de se servir de l'objet comme d'un instrument propre à assurer dans ce monde une présence permanente de quelque chose qui, tout comme l'écrit sur la muraille dans l'histoire biblique, est de ce monde, mais il est de ce monde comme ce qui s'accepte à ce monde. Autrement dit, ce que l'acte met en scène dans ce monde, c'est l'objet rien comme une différence minimale entre le réel et lui-même. Une différence qui n'est finalement rien d'autre qu'un semblant. Mais un semblant, et avec ça je finis, donc dégrainer une situation donnée. Je vous remercie.